Donc pour la partie allocation statique, pour rappel, l'allocation statique, hein, on a vu ce que c'était. C'est le fait qu'on réserve de l'espace mémoire dans le fichier binaire, objet ou binaire exécutable, au moment de la compilation. D'accord? Ce sera opposé à l'allocation dynamique qui sera faite pendant l'exécution du programme, mais ça on y reviendra. Ok. Alors du coup, premier programme que vous avez fait, c'est ce programme Chartab 1000, enfin 1 million, pardon. Et ça, on l'a traduit en assembleur en s'arrêtant juste à l'étape d'assemblage. Donc ce qu'on a vu ensemble, c'est qu'on a la section .text qui permet de dire que je rentre dans du programme. Ensuite, je vois la section .data qui veut dire que je rentre non plus dans du programme, mais dans de la donnée pure. Et donc, dedans, je précise que je fais un alignement modulo 32 bits. 32 octets, tiens, d'ailleurs, j'ai un doute. Mais c'est pas grave. Donc j'ai un alignement mémoire, on en reparlera en cours de ça. Tab, c'est de type objet, et tab, c'est de taille 1 million. Et ensuite, j'ai le label tab qui m'indique non pas une instruction, mais qui m'indique bien le premier octet de la donnée. D'accord? Tout comme le label main indique la première instruction, l'adresse de la première instruction, le label tab indique l'adresse du premier octet de données. Ok? Et donc là, il y a string GNU, donc 4 octets, GNU \0, et puis ensuite 999 996 octets. Et ça, tout ça, ça me fait l'affectation, l'initialisation de mon tableau. L'initialisation d'ailleurs. Ok? Et ensuite, je rentre dans la section texte pour avoir vraiment cette fois-ci du programme, du contenu, des instructions. Ok? Alors, voilà, on a expliqué ça vite fait, nanana. Donc ce qu'on a vu, c'est que main, lui, se trouve dans la section .text, qui contiendra toujours les instructions. Et puis pour les données, on a .bss, .rodata, .data. Ce qu'on voit pour l'instant, c'est .data. On reparlera des autres un petit peu plus tard dans le TP. Donc maintenant, si je continue à compiler, mais cette fois-ci, je m'arrête juste avant l'édition des liens. Donc c'est-à-dire que je passe par les tâches de pré-processing, de compilation et d'assemblage. Donc je me retrouve avec un fichier .o, qui est un fichier binaire au format ELF, que je peux aller analyser. Et là, si je l'analyse, on va peut-être se mettre comme ça. Si j'analyse, qu'est-ce qu'on observe? Eh bien que j'ai 5 sections .text qui fait 12 octets, donc 18 parce que c'est une notation hexadécimale, qui commence dans mon fichier à l'adresse 40, qui a du contenu, c'est de l'allocation statique, qui est en read-only, c'est du code. Et j'ai .data qui fait F4240, ce qui correspond à 1 million d'octets, okay, qui commence à l'adresse 60 dans mon fichier, et qui contient des données allouées statiquement, et c'est de la donnée. D'accord? Et puis après, j'ai une autre section qui fait 0 octet, mais qui commence à l'adresse F42A0. Et ben en fait, c'est quoi? C'est l'adresse de data, enfin l'adresse de départ de data, pardon, ici, plus la taille de data elle-même. Okay, et les sections se suivent. Ok. Et puis point comment et point note, on a vu ça au dernier TP, on peut facilement les enlever. C'est des sections qui ne contiennent pas vraiment d'informations utiles. En tout cas, pas d'informations utiles pour l'exécution du programme. Ok. Jusque-là, ça va? Donc du coup, une section qui contient des instructions, du code, et une section, deux sections ici, qui contiennent des données. D'accord? Sachant que dans notre cas, on voit très bien que notre tableau global se retrouve dans la section .data. Ok. Toc toc toc, très bien. Et du coup, ce fichier binaire, on va aller l'analyser. On va aller analyser le désassemblage de tout ça. Enfin, pas le désassemblage plutôt, mais la partie, décomposition binaire. Alors, toc, pour que ce soit plus facile pour vous, on va faire ça. Donc j'ai la section .text. Ici, j'ai toutes les instructions qui sont là. On retrouve notamment le C3, on en a déjà parlé, qui veut dire return. Okay. Et puis j'ai la section .data qui est ici. Et qu'est-ce que je constate? Ici, 67, c'est le code ASCII de G, 6E, le code ASCII de N, et 75, le code ASCII de U. Et j'ai 00 qui correspond au code ASCII de \0. Yes. Et ensuite, j'ai les 999 996 octets à la valeur 0. Qu'on soit bien d'accord, cet octet à la valeur 0, il est créé grâce à cette instruction-là, le string nu. Et c'est seulement les 999 996 suivants qui sont
à 0 par l'autre instruction. Ok. Et donc voilà, si je parcours mon fichier, j'ai bien que des zéros partout. Éventuellement à la fin, qu'est-ce que je constate? La section .comment qui apparaît ici. Ok. Donc mon tableau fait bien partie de mon fichier binaire, de mon fichier objet. Et ça, c'est important à comprendre. Mon tableau global. Ok. Si je fais pareil, mais cette fois-ci, j'inclus l'édition des liens. C'est-à-dire que je fais la compilation complète de mon programme. Donc là, je me retrouve avec cette fois-ci un fichier binaire exécutable. Ok. Alors, vous avez dû voir que statique ou pas statique devant le tableau, ça ne change rien. Okay. Pourquoi? Parce qu'une variable globale est par défaut une variable statique. D'accord? Mais on verra la différence quand on parlera de variable locale statique. Donc cette fois-ci, je vais afficher la table des symboles. Et qu'est-ce que je remarque dans la table des symboles? Eh bien, j'ai main qui est ici, qui fait 18 octets, qui se trouve dans la section .text. C'est une fonction globale qui commence à l'adresse 1129. Tab fait 1 million d'octets en décimale. C'est une donnée, c'est dans la section .data, donc c'est une donnée. C'est un objet global qui se trouve à l'adresse 4020. Okay. On peut faire pareil avec start, fonction qui se trouve dans la section .text et qui commence à l'adresse 1040. Okay. Souvenez-vous, on a fait ça sur le premier TP, le entry point qu'on va lire l'entête du fichier du fichier elf, donc avec readelf-h, et ben on retrouve le point d'entrée du programme. Voilà. Et ben pour rappel, c'est l'adresse de la fonction start de mon fichier. Ok. Ok, donc là, parfait, on a tout. On essaie de retrouver l'adresse de ma variable, de mon tableau. Donc on essaie de retrouver 4020. Alors cette ligne-là, je vous ai dit, elle n'est pas bonne. Je ne vais pas pouvoir l'utiliser telle quelle. Ce que je vais devoir faire, c'est un petit s pour afficher, parce que grand S me permet d'afficher que du code, que du désassemblage des instructions. Donc du coup, comme moi je cherche des données, il me faut le petit s. Et je vais mettre ça dans un fichier que je vais appeler global variable .text. Ok. Et du coup, allons voir ce global variable .text. Qu'est-ce que j'observe? J'ai plein de sections qui sont rajoutées. Est-ce que vous pouvez me dire, vous, à quoi sont dues ces sections-là? Ouais, ce sont tous les fichiers de startup qui ont été rajoutés par le linker. Le crt0.o, le crtbegin.o, tout ça. Tout ce qu'on avait fait le ménage la dernière fois, comme on ne l'a pas fait explicitement ici, et ben la chaîne de compilation, le linker en particulier, va rechercher tous ces fichiers hauts. Donc j'ai tous les fichiers de démarrage, ce qui me permet notamment d'avoir, dans la section texte, la première instruction qui sera à l'adresse 1040. C'est quoi normalement ici, cette fonction-là? Pas le main? Avant le main? Je reviens dessus. 1040, c'est mon start. Par contre, à l'adresse 1129, je vais être ici, pardon, je suis censé retrouver ma fonction main. Ok. Et 55, globalement, est-ce qu'on l'a vu Tiens, d'ailleurs, on va regarder vite fait. Non, j'ai pas fait le désassemblage, c'est pas très grave. Mais en gros, c'est mon instruction, c'est la première instruction de mon main. Et je dois avoir le C3 pas loin, pof, qui correspond au return de mon main. Donc mon main est là. Globalement, j'ai dit quoi? 11.29, mon main est là. Ok. Mais si je continue à avancer, qu'est-ce que je vois? J'ai une section finie, une section raw data, ok, et une section, normalement, data quelque part. Elle est à quelle adresse? 4000. Et moi, mon tableau, on a vu qu'il commençait à quelle adresse? 4020. Et là, si je me mets à l'octet 4020, qu'est-ce que je constate? Mon tableau qui commence ici avec GNU, ici. Ok. Et puis après, voilà, pendant 1 million d'octets, j'ai mon tableau qui est vide. Et puis à la fin, j'ai encore des sections. Ok. Ça vous va ça? Ok. Juste qu'on soit bien d'accord, pour confirmer une dernière fois, mon tableau, il se trouve dans mon fichier binaire. C'est une des raisons pour lesquelles on vous interdit, en tout cas on limite fortement l'usage de variables globales. D'accord? Ça se retrouve dans le fichier binaire exécutable, et donc c'est stocké sur le disque dur, alors que c'est pas utilisé encore. Ok? Donc c'est une des raisons. Ça vous va pour ça? Donc variable globale, ça se trouve dans quelle section, si on résume?
Non, pas point texte. Point texte, ça ce sont les instructions. Point data. Ok. Alors on verra que point data, c'est uniquement pour les variables globales initialisées. D'accord. Euh, Quand c'est non initialisé, ce sera dans BSS. Bah d'ailleurs, pof. Cette partie-là, je zappe ça puisque c'est pas forcément utile ici. Variable locale statique, pareil, je vais zapper cette partie-là puisqu'elle n'est pas utile, c'est juste du rappel. Je vais me concentrer uniquement sur mon fichier local static variable.c. Local static variable.c. Qu'est-ce que je vois? Je vois une variable locale qui est statique. D'accord? Variable locale, int a, qui est statique, ici. Ok? Donc je vais compiler cette variable-là, enfin ce fichier-là, pardon. Ok, je le compile. Je vais pouvoir... faut que j'affiche mon fichier.s, très bien. Et qu'est-ce que j'observe? J'observe que A est ici. Et A, il est là. Mais dans quelle section il est A? On peut retrouver en montant un tout petit peu que, toc toc toc, il est dans la section data. Donc dans la section data, aligné modulo 4 octets, j'ai un objet qui s'appelle A1913, qui fait 4 octets, et il stocke un long. Il contient un long. Enfin, plus précisément, il contient même la valeur 1 dans le long. Donc j'écris 1 sur 4 octets en fait. C'est ça que ça veut dire. Ok. La manière dont on accède à la donnée, c'est pas ça qui m'intéresse. On en reparlera quand on fera la pile, on en reparlera quand on fera l'assembleur. Voilà. Sachez juste que ma variable A, ici j'ai un adressage indirect, juste pour faire écho à ce qu'on a vu la dernière fois. C'est-à-dire que j'utilise un registre pour accéder à une case mémoire qui est ici en réalité. D'accord? Ok, très bien. Maintenant je continue, sauf que je vais aller plus loin que l'étape d'assemblage. Je vais aller jusqu'à quoi d'ailleurs? Jusqu'au fichier objet. Et qu'est-ce que je cherche à voir dedans? La table des symboles. Qu'est-ce que je vois? Est-ce que je vois ma variable A ici? Ouais, elle est là. A1913. Elle fait 4 octets. Dans la section .data, c'est un objet local qui est à l'adresse 00 pour l'instant. Ok. Si je continue avec l'objet-h, là cette fois-ci, je peux voir que dans ma section .data, j'ai bien 4 octets qui correspondent du coup au stockage de ma variable A. Okay. Dans BSS, pour l'instant, j'ai 0. Et si j'affiche maintenant le désassemblage, enfin pas le désassemblage, pardon, mais la version binaire, qu'est-ce que j'obtiens? Bah, la section texte qui contient mes instructions, ça commence toujours par 55, ça finit toujours par C3. Et j'ai ma donnée qui est stockée ici. Qu'est-ce qu'on peut remarquer sur ma donnée A? Elle fait quelle taille? On l'a vu normalement. Elle fait quelle taille A? 4 octets. Ok. Et là, qu'est-ce qu'on peut remarquer sur les 4 octets? Ils sont? Ouais, on voit bien les 4 octets, je suis d'accord. Mais qu'est-ce qu'on peut remarquer sur ces 4 octets? Si je vous demande d'écrire 1 en binaire sur 32 bits, vous ne l'écrivez pas comme ça. Il est en Little Indian. On a l'octet de poids fort qui est stocké en premier, puis l'octet de poids un peu moins fort, puis l'octet de poids un peu plus fort, puis l'octet de poids fort. Ok, c'est du Little Indian. D'abord l'octet de poids faible qui est stocké en premier. Ok, ça vous va? Donc tout ça, ça me paraît cohérent. Ok. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever l'initialisation. À la limite même, plutôt que de l'enlever, je vais juste faire ça. A égale 1. Je vais mettre en dessous. Donc je sépare la déclaration et la première affectation. Ok. Qu'on soit bien d'accord, ça c'est une déclaration. Ça c'est une affectation. Alors que ce que j'avais juste avant, c'est une déclaration avec initialisation. D'accord? Là maintenant, si je fais juste ma déclaration et qu'après je fais une affectation, que je recompile, toc, et que je refais les trois mêmes commandes, dans objet-t, qu'est-ce que je vois? A, il fait toujours 4 octets, par contre cette fois-ci il apparaît dans la section BSS. Ok. Si je fais -h dans data, je n'ai plus rien, par contre dans BSS j'ai bien 4 octets. Donc ça prouve bien que A c'est bien déplacé de la section .data à la section .bss. Et quand je fais objet-s, qu'est-ce que j'observe? Et bien qu'ici BSS n'apparaît pas. Alors en vrai,
c'est bien présent dans le fichier binaire exécutable. Je pourrais le retrouver, notamment avec xdump. Mais là, objum-s, lui, il m'affiche uniquement les sections qui ont du content. Sauf que BSS, c'est pas marqué avec content. Donc il y a bien les 4 octets qui sont bien présents dans le fichier binaire. Sauf que, comme pour lui, ce sont des octets qui n'ont pas de valeur pertinente, il ne les affiche pas. Ok? Donc du coup, déjà, je peux résumer par rapport à ce qu'on a vu précédemment. Variable globale et variable locale statique. Si elles sont initialisées, elles se trouvent dans la section .data. Si elles ne sont pas initialisées, elles se trouvent dans la section .bss. D'accord? Mais ce sont bien 2 sections de votre fichier binaire objet ou de votre fichier binaire exécutable. C'est OK? Question déjà sur cette partie-là? Non du tout? Ok. Alors j'avance un petit peu, puis maintenant on va aller voir ce fichier-là qui est un petit peu particulier, donc le string.c. Le string.c, toc, on va le compiler. Donc déjà, qu'on soit bien d'accord, c'est quoi ça? D'un point de vue vocabulaire, qu'on soit d'accord. C'est un tableau de char, un tableau de caractères. Ok, et ça? C'est un pointeur vers une chaîne de caractères. 2 choses différentes. Ok, très semblables, mais différentes. Alors voyons voir. Voyons voir. Qu'est-ce qu'on demande de faire ici? Objum-s, string.o. Ça me permet de faire quoi? Ça me permet d'essayer de comprendre un petit peu ce qui est dedans. Qu'est-ce que vous observez, vous? Qu'est-ce que vous voyez là? Pardon? Le pointeur de tableau est présent dans RawData? Ou le... Attends, tu m'as dit quoi? Le pointeur est présent dans RawData. Je suis pas d'accord. C'est pas loin, mais je suis pas d'accord. Ouais. Le contenu, la chaîne de caractères, est bien dans RawData. On le voit ici. Ok. D'ailleurs, le point à la fin, c'est quoi là? Il apparaît pas là le point. C'est quoi ça? C'est le backslash 0. Ok. Donc effectivement, je vais même aller plus loin. Tout ce qui est dans RawData, pour l'instant, c'est ma chaîne de caractères. Ok. Mais le pointeur, lui, n'est pas dans la chaîne de caractères. On y reviendra. Le pointeur, c'est quoi? Pour ceux qui étaient à mon petit point la dernière fois, c'est quoi un pointeur? C'est une variable qui contient une adresse. Et en l'occurrence, c'est une variable locale. Ok. Donc on verra plus tard comment c'est géré les variables locales. Ok. Et mon tableau, là, pareil, c'est un tableau local. Donc il est considéré comme un tableau local. Donc la chaîne de caractères, à proprement parler, elle est stockée là-dedans, dans RawData. Donc c'est-à-dire read-only data. Ok. Et ça, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Est-ce que c'est stocké dans le texte? Ouais, c'est compliqué. Hein. Là, on voit bien le GNUS not Unix. On est d'accord. Sauf qu'on voit pas magnifiquement le GNUS not Unix. On voit du GNUS not Unix. C'est quoi tout ça? Est-ce que dans le sujet, on vous demande de faire un objum-grand S? Ok, on vous demande après. Et ben voilà, très bien. Regardez. Ça correspond à quoi? Ça correspond à tout ça. Mais ça, c'est quoi ce code binaire là? On peut retrouver le GNU. Le GNU, ça doit être ça, tiens. GNU, je pense que ça ressemble à ça. Là, on aurait bien l'apostrophe. GNU, le S, ouais, possible. Bref, là, on devrait bien avoir GNU's Note. Ici, le Unix Hey. Mais c'est quoi le reste qui est autour? C'est quoi, par exemple, ça, le 48? Qu'on retrouve là, d'ailleurs. Qu'on retrouve là, d'ailleurs. Qu'on retrouve là, qu'on retrouve là. C'est l'opcode, le code binaire opératoire qui correspond à l'instruction, qui correspond à l'opération que vous voulez faire. Donc au mnémonique. Donc le 48 là, alors c'est approximatif parce qu'on est sur une architecture CISC, mais en gros le 48 correspond à faire du move. D'accord? Ok. Et donc ici, ce que vous voyez, c'est pas la chaîne de caractères, c'est pas le tableau, c'est le remplissage du tableau. Quand vous faites int a égale 15, vous allez avoir un move de la valeur $15 qui va arriver dans la variable a. D'accord? Mais le $15, en l'occurrence, c'est ce qu'on appelle l'adressage immédiat. C'est-à-dire que la valeur, elle est codée directement dans le code binaire opératoire de l'instruction. On a vu ça un petit peu hier en cours.
Et bien là, c'est pareil. L'affectation dans le tableau, là, c'est vraiment l'opération égale au final, qui est codée et que vous retrouvez ici. Donc que vous retrouvez ici. C'est l'opération égale. Ok. Donc je vais affecter le contenu du tableau. Ok. Et si je regarde un peu plus dans le détail ici, en fait, là, je fais un move, vous ne le savez pas encore, c'est sur 8 octets. Ça, c'est sur 8 octets, et ça, c'est un move byte, c'est sur un octet. Est-ce que c'est normal d'avoir 17 octets du coup? Toc, move, X. Si je regarde en bas, c'est marqué 16 colonnes sélectionnées, plus le backslash 0. Je suis bien à 17. D'ailleurs, vous voyez que le dernier, c'est un move 0. Hein. Donc c'est bien mon backslash 0. Donc c'est-à-dire que tout ça, c'est l'affectation de mon tableau. En réalité, ce qui se passe, c'est d'abord, je mets tout ça dans deux registres, RAX et RDX, et ensuite je mets contenu des registres dans la case mémoire voulue, qui va être la case mémoire de GNU-Tab. Ok. Et ensuite, j'ai une autre opération ici, qui est le move-Q, qui me permet de déplacer la valeur 0 dans RBP, qui va être, en l'occurrence, mon pointeur, GNU pointer. Donc en fait, ça, ce sont des variables locales. On en reparlera quand on fera vraiment le cours là-dessus. Ok. Mais du coup, qu'est-ce que j'ai à dire là? Eh ben, ce que je veux dire, c'est que le tableau de caractères, c'est une variable locale, qui sera affectée comme une variable locale classique. D'accord? Je mets une valeur dans un registre, et je mets le registre dans la variable locale. Ok. Par contre, un pointeur vers une chaîne de caractères, qu'est-ce qu'il y a? On a la chaîne de caractères qui est stockée dans ma section .rowdata. Quand vous faites un printf hello world, eh ben, le hello world il est stocké dans rowdata. D'accord? Et par contre, pointeur, GNU pointer, c'est une variable locale. C'est OK? Et donc si je résume sur l'allocation statique, vous voyez, hein, point texte, c'est le code. Point raw data, c'est des données qui sont en lecture seule. Point data, c'est... donc ça peut être aussi du const. Je vous parle de chaîne de caractères, mais ça peut être aussi du const, des variables déclarées en const. Et puis dans point data et point BSS, on va avoir les variables globales ou locales statiques qui sont initialisées dans data et qui ne sont pas initialisées dans BSS. Ça vous va? Des questions là-dessus? On s'arrête là? Vous êtes sûr? Hein? Ok.